Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bonjour à tous et bienvenue dans Destin de Femme, l'émission qui met en lumière des parcours féminins inspirants. Aujourd'hui, nous recevons Carla Ghebali, une jeune femme qui s'est imposée dans l'univers des réseaux sociaux et de la télé-réalité. Fille de l'animatrice Daniela Lombroso, Carla a su tracer sa propre voie entre influenceuse et entre présentatrice. Et aujourd'hui, elle va nous parler de son engagement personnel. Bonjour Carla, Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, première question, comment es-tu arrivée dans ce monde des réseaux ? Alors, j'ai commencé les réseaux sociaux pendant le confinement, quand c'était vraiment le big boom de TikTok, tout le monde se mettait sur TikTok. Et tout de suite, je faisais vraiment des vues hyper impressionnantes pour quelqu'un qui vient de se lancer sur TikTok, parce qu'en fait, je pense que j'en avais tellement rien à faire du regard des gens, et c'est là que peut-être j'ai su me démarquer, que en fait, je faisais des TikTok un petit peu en fin de folie, quoi, et ça a complètement Alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites j'en avais rien à faire du regard des gens ? C'est vrai que les gens, ils ont un peu du... La plupart des gens ont du mal à s'exposer sur les réseaux, se tourner en ridicule, faire de l'autodérision, c'est pas évident. Et c'est vrai que moi, j'en ai toujours rien eu à faire un peu du regard des gens. Et du coup, je m'affichais un peu, je me m'habillais n'importe comment, je faisais des playbacks. Vous avez fait une école de journalisme, vous, quand même ? Oui, j'ai fait une école de journalisme. Bon, donc la création de contenu, c'est quelque chose qui vous est familier ? Oui, c'est quelque chose qui m'est familier. Après, c'est assez différent quand même, les réseaux sociaux. C'est vrai que peut-être l'école de journalisme, aujourd'hui, parce que j'ai mon podcast, ça m'aide énormément dans plein de trucs. Par exemple, le montage, présenter mon podcast, ça je l'ai appris à l'école. Après, les réseaux sociaux, c'est autre chose quand même. Et je trouve qu'il faut avoir vraiment ce petit truc où tu te dis, j'ose. Ouais. Voilà. Comment vous vous êtes rendu compte que vous aviez une vraie influence ? Et à quel moment ? Oui, alors une fois c'était Halloween et je suis allée faire des essayages dans un magasin de déguisement pour trouver mon look d'Halloween. J'ai fait un TikTok où je montrais un petit peu à mes abonnés, quelle tenue vous préférez, etc. Il se trouve que par hasard, ma cousine est allée dans ce magasin, qui est un magasin à Paris, le lendemain pour elle aussi s'acheter un déguisement sur mes recommandations. Et elle était au magasin et apparemment il y avait une énorme queue devant ce magasin parce que j'avais posté le TikTok la veille, il avait fait presque 1 million de vues. Et en fait, tous les gens dans le magasin allaient voir le propriétaire et disaient je vous ai vu sur le TikTok de Carla, j'ai vu les tenues, est-ce que vous avez la même tenue qu'elle, est-ce que vous avez telle tenue que j'ai vue dans sa vidéo, etc. Et là, les gens se mettent à dire moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et en fait, tous les gens qui étaient là devant le magasin, ils avaient juste vu mon TikTok. Votre TikTok. Je me suis dit, les réseaux sociaux, c'est vraiment puissant. Oui, mais dites-moi comment on fait pour faire 1 million de vues ? C'est pas si simple que ça. Comment on fait pour faire 1 million de vues ? Alors, il y a plusieurs options. Soit on est déjà connu, et encore, parfois, il y a des gens super connus qui font des vidéos, ça ne marche pas forcément, on ne fait pas forcément d'énormes vues. Soit on fait un truc, soit on fait du buzz, tout simplement. C'est triste à dire, mais c'est ça qui marche aujourd'hui, c'est faire du buzz. Donc, qu'il soit bon ou mauvais, le buzz, ça marche. Parfois, c'est incompréhensible, mais il y a des trucs qui buzzent pour un rien. Sinon, comment on fait pour faire 1 million de vues ? Moi, j'essaie de faire des trucs drôles où les gens se reconnaissent. Généralement, c'est ça qui marche. Oui. Quel est votre rôle aujourd'hui, Carla ? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes influenceuse, vous êtes communicante, vous êtes animatrice, vous êtes autre chose ? Les influenceurs, comme vous les appelez, détestent le terme influenceur. Aujourd'hui, on dit créateur de contenu. Parce que influenceur, ça a plus tendance à faire penser aux gens, par exemple, de télé-réalité, alors que créateur de contenu, on crée quelque chose. C'est comme d'être scénariste, c'est comme de faire un petit film. Moi, tous les jours, je fais des TikTok, c'est une vraie création. C'est comme des petits films, en fait, en vérité, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis créatrice de contenu sur TikTok et j'ai essayé de mélanger un petit peu mes deux mondes, c'est-à-dire l'influence et le journalisme, parce qu'à la base, je suis journaliste, en créant mon podcast qui marche super bien. Je suis hyper contente de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bon contenu ? En fait, il y a quand même vraiment beaucoup de niches différentes sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il y a des gens, ils n'ont que des contenus de nourriture, il y a des gens, ils n'ont que des contenus, de soirée. Qu'est-ce que c'est qu'un bon contenu ? Déjà, c'est un contenu travaillé, mais ça dépend pour qui. Je pense que mon contenu, pour certaines personnes, il est horrible, ils peuvent les choquer, ils détestent. Et il y a d'autres gens qui me font des compliments incroyables. Ouais. Donc, en vrai, il n'y a pas de bon ou de mauvais contenu. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais contenu. En revanche, c'est quoi un bon contenu ? C'est un contenu travaillé. Et c'est aussi, il faut faire attention à respecter certaines règles, dans le sens où il ne faut pas faire de la mauvaise influence, il faut faire attention à ça. Oui, c'est vrai que c'est une grande responsabilité, mais alors faire finalement, est-ce que finalement, il faut choquer, il faut séduire, ou bien il faut juste être soi ? C'est ce que les agences disent. Alors vraiment, à chaque fois qu'on est avec des gens de ce métier-là, par exemple des agences de créateurs, ils disent, si tu veux vraiment marcher, sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même. Alors moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'extrapole ma personnalité sur les réseaux. C'est-à-dire, je me caricature un peu moi-même, j'en rajoute un petit peu à certains traits de caractère que j'ai. Oui. Voilà.
Mais comment on fait pour capter l'attention d'une génération qui est hyper connectée? Alors, il y a déjà un très très gros travail de veille. Ce qui est important, c'est de regarder ce qui marche. Moi, j'ai une copine à moi qui va absolument se lancer sur les réseaux, mais elle ne regarde pas. Je lui dis, le premier travail que tu as à faire, c'est de passer des heures tous les jours. Moi, je passe des heures tous les jours à regarder ce qui se fait sur les réseaux, à regarder les tendances. Ce qui marche pas, ou bien simplement des tendances? Les deux. Les deux. Ce qui marche pas, les tendances actuelles. Je sais pas, en ce moment. Qu'est-ce qui marche, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup des clean girls, des messy girls. Les clean girls, c'est les filles qui s'appliquent de la crème avant de se coucher, qui sortent pas beaucoup. Les messy girls, moi, je suis plus dans cette catégorie. C'est les filles qui osent parler fort, rire fort, manger ce qu'elles veulent, des fast-food. Enfin, en fait, il y a eu le phénomène des tanas l'année dernière, où en fait on disait qu'une tana c'est un petit peu par exemple une fille de joie, on disait ça sur les filles, et donc du coup les filles ont commencé à dire on est toutes des tanas, parce qu'en fait on en avait marre que les mecs sur les réseaux sociaux insultent les filles. Donc ils ont commencé à dire qu'on était des tanas, et donc du coup c'est devenu un peu un mot à la mode. En fait on est fiers d'être des tanas, et c'est un peu des tendances comme ça qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Après forcément si la question c'est comment on fait pour percer sur les réseaux, il y a plusieurs techniques. La première, c'est par exemple d'avoir toujours un titre accrocheur sur TikTok. Il y a les 3 secondes du boomer. Les 3 secondes du boomer, vous savez ce que c'est les boomers. Les boomers, c'est les gens de plus de 50 ans, je crois. Et en gros, les 3 secondes du boomer, c'est qu'en fait, quand une personne, par exemple de votre âge, va faire une vidéo sur les réseaux, il va commencer en disant « Bonjour, machin, ça va ?» Et il ne faut pas commencer comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça les 3 secondes du boomer, parce qu'en fait, il faut accrocher dès le début. Il faut en 3 secondes. Les 3 premières secondes, c'est les plus importantes. C'est ça qui fait que les gens vont rester sur ta vidéo. C'est-à-dire que moi, je sais pas, je vais montrer une vidéo où je fais des essayages de tenue pour un événement. Je vais dire, je sais pas, genre, je vais au mariage de mon ex, aidez-moi à choisir la tenue. Bon, je vous donne un exemple un peu pourri, mais en fait, il faut accrocher les gens dès le début. C'est un peu comme un titre de journaux un peu putaclic, quoi. Il faut commencer toujours par un truc accrocheur. Comment putaclic? Les journaux un peu putaclic. Qu'est-ce que c'est que ça? Les journaux People, les trucs comme ça. Oui. Dites-moi, vous avez une stratégie pour créer votre communauté? Vous ne voyez pas que les chiffres, en fait. Une stratégie pour créer ma communauté, en fait, moi, ma stratégie, elle s'est un peu faite naturellement. Je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été très girls girl. Et finalement, c'est vraiment venu petit à petit, mais moi, je génère beaucoup d'abonnés féminines. C'est-à-dire que si on regarde mes statistiques, j'ai 92% de filles qui me suivent, ce qui est énorme. Donc, en fait, je parle beaucoup de trucs en mode on s'en fout du regard des mecs, on s'en fout d'eux. Nous, on est des filles, on fait ce qu'on veut, on est des femmes indépendantes, on kiffe si on a envie de faire la fête. Vous êtes très féministe, hein. Voilà. Mais il y a quand même des hommes aussi qui vous accompagnent. Et des hommes qui m'accompagnent dans mes abonnés, 10%. Oui, c'est pas mal quand même. Peut-être qu'ils sont gays. Dites-moi, moi, ce que j'aimerais savoir quand même, c'est que comment on fait pour garder en fait son audience? Parce que je regarde un petit peu moi les réseaux sociaux, je ne suis pas de votre génération, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceuses, de créatrices de contenu, comme vous les appelez, qui disparaissent du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Soit ils ont envie d'arrêter. En fait, le secret pour garder son audience, c'est de se réinventer tous les jours. Et là, la difficulté, c'est qu'il faut toujours se renouveler. Donc parfois, il y a plein d'influenceurs qui vont très très mal parce qu'en fait, un jour, on a des statistiques énormes, on fait plein de vues, un jour, on ne marche plus, un jour, on remarche. Ça fait comme ça. Et après, on se prend parce que, en plus d'être un métier, c'est notre image. Ça veut dire que ça peut vraiment devenir un truc qui rend fou. Moi, plusieurs fois, j'ai été mal parce que je faisais plus de vues. Ah oui, voilà. Donc il y a un vrai transfert en fait de ce média sur vous. C'est-à-dire, quelque part, c'est vous, ce média. C'est ça, c'est complètement, c'est moi. Et en fait, c'était quoi la question? Comment elles font pour disparaître du jour au lendemain? Alors, en fait, c'est pas qu'elles disparaissent du jour au lendemain. En fait, le but, c'est qu'il faut perdurer. Moi, parfois, j'ai des gens que je croise qui me disent qu'ils me suivent depuis mes TikTok du confinement. Maintenant, moi, je pensais que c'était complètement une autre audience, mais en fait, pas du tout. Les gens suivent toutes les étapes. Et moi, j'ai eu plein d'étapes de contenu différents. Au début, je faisais un petit peu la folle rigolote pendant le confinement. Après, j'ai complètement arrêté TikTok. J'ai réouvert mon compte 3 ans plus tard. J'ai fait des TikTok en couple, donc avec mon ex de l'époque. Ça marchait super bien. Après, j'ai commencé à faire des TikTok sur les soirées. En fait, il y a toujours... En fait, on évolue. On ne reste pas la même personne. C'est une télé-réalité, mais finalement, au quotidien et sur votre média à vous, finalement. C'est ça qui intéresse. C'est pas vraiment une télé-réalité parce qu'on montre ce qu'on veut aussi. C'est pas pareil. Et c'est pour ça que les créateurs de contenu... C'est scénarisé. Les créateurs de contenu, généralement, ils sont nuls en télé-réalité parce que c'est pas la même chose. On montre pas ce qu'on veut. Vous voulez quoi? Vous montrez quoi, par exemple? Quelles sont vos limites? Mes limites, en vrai, mes limites, c'est de parler de tout ce qui est un petit peu trop... par exemple, les trucs un petit peu... comment dire, genre sexuel, etc. Genre, je parlerai jamais de ça. Et pourtant, je suis très libre à côté. Donc, j'ai quand même... je peux parler de...
Genre, il y a des trucs où je vais pas la pousser trop loin, mais après. Vous êtes complètement libre. Moi, je suis assez libre, mais j'ai de la chance. En fait, les gens en fait me trouvent libre. Moi, je me trouve juste normale, mais je pense que j'ai de la chance parce que je viens d'une famille où on m'a toujours appris à être libre et tout en étant quelqu'un de bien, en étant une fille bien, en étant une personne bien, en faisant très attention à ce que je fais et machin. Mais il n'empêche que j'ai pas peut-être les mêmes codes ou les mêmes trucs que les gens se mettent dans leur tête. Oui, votre maman, Daniela Lambroso, que je connais bien, elle est complètement libre aussi. Bah et en oui. même temps, elle a une éducation, elle a certaines valeurs. ça. Donc, on peut complètement allier les deux choses. Alors, vous venez de lancer un podcast qui est très original, on en parle. Hein. Vous y interviewez des personnalités sur votre lit. Oui. Alors, c'est pas mon lit. D'où vient cette idée? Alors, c'est pas chez vous, c'est pas votre chambre. Non. D'où vient cette idée? En fait, cette idée, je l'ai eue quand j'étais en école de journalisme. Je voulais déjà à l'époque créer un média. J'étais pas du tout influenceuse, enfin, j'étais pas du tout sur les réseaux. Et en voulant créer un média, j'ai réfléchi à un truc. C'était avec une copine qui était dans ma classe. On réfléchissait à quelque chose. On s'est dit comment on va sortir du lot, en fait, comment on va réussir à se démarquer. On a réfléchi à ce projet-là, qu'on a écrit et on avait tout travaillé ensemble. On l'avait écrit, on avait fait un dossier, voilà. Et je l'ai envoyé à un ami à moi qui était dans l'influence déjà, pour lui demander son avis. Et il se trouve que 3 ans plus tard, en ayant construit une communauté, en ayant percé sur les réseaux, il m'a recontacté, il m'a dit écoute, j'ai repensé à ton projet d'il y a 3 ans. Projet que j'avais complètement lâché, c'est une bonne complètement idée, 3 abandonné. ans après, oui. Bah non, mais comme beaucoup de gens, on se lance dans un truc, on abandonne. Il faut pas abandonner. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Il m'a recontacté, il m'a dit je te produis ton podcast. Donc, la chance incroyable, ils m'ont pris de court avec son associé, ils m'ont dit bon, dans 2 semaines, on tourne. J'étais en mode waouh, ok. J'étais super stressée, enfin, c'est un truc de fou. Enfin, là, par exemple, vous présentez un podcast, c'est tranquille, vous avez une carrière, vous avez fait de la télé et tout. Moi, j'étais en mode waouh, ok. Mes premiers invités, le stress de fou. Et puis au final, ça a continué. Et maintenant, j'ai signé dans une autre agence. Mais alors, il est où ce lit là? Moi, je pensais que c'était chez vous. On loue des appartements pour les tournages. D'accord. Et donc, dernière interview en date, Carla Bruni. C'est ça. Ça a cartonné au niveau des audiences. Ouais, Comment vous choisissez vos invités? Et mes invités, c'est tout ce que j'aime et tout ce que je voudrais regarder, honnêtement. C'est hyper... en fait, il n'y a pas de DA et il y a une DA à la fois. C'est-à-dire que c'est ce que j'aime. Et en fait, je remarque que les gens qui me suivent aussi beaucoup pour mes positionnements, pour ma façon de penser, etc. C'est vraiment pas c'est pas du tout du superficiel. Enfin, moi, mon contenu, c'est vraiment pas genre je te regarde parce que tu t'habilles bien ou que tu es jolie, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas ça. Et donc, du coup, je sais ce que mes abonnés aiment la plupart du temps. J'essaye aussi, parce que maintenant, je vois que j'ai de l'influence et que je fais des vues, de faire passer des bons messages dès que je le peux. Donc, à chaque fois, on se fait quand même critiquer, peu importe ce qu'on fait. Mais j'essaie quand même de donner la parole à tout le monde. Là, par exemple, j'ai fait un épisode avec des transgenres. Je me dis au moins, si ça peut ouvrir l'esprit à ne serait-ce que quelques personnes, déjà, ce serait bien. Donc, j'essaye de mélanger... pop culture, un petit peu d'éducation pour certains qui ne connaissent pas ce genre de sujet-là, voilà, un peu de féminisme. Voilà. Mais pourquoi le lit en fait? Parce que vous avez eu envie de créer un cocon? C'était quoi l'idée du lit? Le lit, c'est assez intimiste. Vous avez voulu casser les codes? Exactement, complètement. Oui. C'est ça, ouais, j'ai voulu casser les codes et je trouvais ça sympa, je trouve que ça me ressemblait bien aussi. Mais est-ce qu'on n'a pas finalement tendance à dire que quand on est dans un lit, c'est un lieu de vérité? Un lit, c'est un lieu de vérité. Ça dépend. En fait, il y a des gens qui vont réussir facilement à se livrer. Maintenant, quand on fait une interview, c'est pas évident que les gens se disent toujours 1 million de trucs. Là, par exemple, j'ai reçu Carla Bruni. J'avais pas non plus envie de lui sortir des questions de fou. C'est quoi qui vous a le plus frappé dans cet échange avec elle? Ce qui m'a le plus frappé, c'est sa bienveillance, son écoute et son aide qu'elle m'apportait quand je posais les questions et que je bégayais un peu. Elle me renvoyait toujours la balle. Et j'ai trouvé ça... Il était sympa cet échange-là. Vous la connaissez bien? Je la connais pas bien, non. Je l'avais déjà interviewée dans le cadre de mon travail. Et elle a accepté tout de suite de venir? Elle a accepté tout de suite de venir parce qu'elle était touchée que en fait, je m'appelle comme elle parce que mes parents l'avaient vue quelque part. Ils l'avaient trouvée sublime et tout. Donc, ils m'avaient appelée comme elle et elle a trouvé ça touchant quand je l'ai interviewée et que je lui ai raconté. Et du coup, elle était OK. Et elle était OK aussi parce que je l'avais déjà attrapée sur un tournage. Je lui avais dit, est-ce qu'on peut faire un TikTok ensemble et tout. Elle s'en souvenait? Et elle m'avait dit oui. Et en fait, elle a vu évidemment que le TikTok avait fait 3 millions de vues. Donc, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas, ça avait déjà explosé. Vous rêvez d'interviewer qui? Je rêve d'interviewer qui? C'est une grande question. Je sais pas. Vous savez pas? Non. Cette histoire de lit, là, vous n'avez pas peur que ce soit finalement juste un concept et puis
qu'on se dise, ben voilà, c'est des interviews finalement qui sont simples, la différence c'est juste que ce soit sur un lit. Alors que quand vous écoutez bien les interviews que vous faites, elles sont assez profondes quand même. Bah, c'est ça, le but c'est de mélanger vraiment mes deux mondes, de mélanger l'influence, donc il y a à la fois une proximité avec les gens qui nous regardent dans l'influence, et le journalisme, il y a moins de proximité, mais du coup j'ai quand même un contenu qui est profond, et en vérité je ne me voyais pas faire un truc pas profond, donc forcément je trouve que c'est vraiment un mélange de tout ce qui me ressemble, quoi. Et vous tournez combien de fois? C'est tous les mois, toutes les semaines? Et ben, c'est quoi le rythme? Quand on tourne 5 épisodes sur une journée, généralement. La dernière fois, on en avait tourné 3, mais généralement, le but, c'est d'en tourner le plus possible sur une journée, par exemple, pour réduire les frais de tournage. Et ce qui se passe après, c'est qu'on en sort un par semaine. Oui. Donc, parfois, je sais que je ne suis pas encore au top. Il y a des semaines où je n'en sors pas. Et j'essaie vraiment de m'y tenir parce que c'est important d'être rigoureux et d'être régulier. Par contre, j'essaie d'en sortir un par semaine, mais là, j'ai envie d'augmenter le rythme, d'en faire le plus possible. Ça vous plaît? Ouais, j'adore. Dites-moi, votre mère, on va en parler, hein, Daniela Lombroso, grande figure des médias. Quelle influence a-t-elle eu sur vous? Quelle influence elle a eu sur moi? Indirectement, c'était pas voulu de sa part, mais quand j'étais petite, j'étais sur tous les plateaux télé, donc je voyais ce monde-là, ça m'a toujours forcément attirée parce que c'est ça que j'ai connu, c'est dans ça que j'ai grandi. Donc en vérité, j'allais sur les tournages, je l'admirais, j'étais fascinée, je la regardais avec des yeux comme ça. Donc forcément, moi aussi, ça s'est fait, c'était naturel que pour moi, c'était une évidence que j'allais faire un truc dans ce monde-là aussi. Parce que quand on voit vos interviews, puis quand on vous voit vous, c'est vrai, petite jeune, on se dit, finalement, c'est le monde de l'influence, mais pas du tout. Il y a beaucoup de rigueur derrière vos interviews. Daniela aussi était très rigoureuse quand elle préparait des émissions. C'est elle qui m'a appris ça. Elle m'a dit, la différence entre un bon journaliste et un mauvais journaliste, c'est qu'un bon journaliste va, par exemple, toujours aller faire 1 million de recherches sur son invité avant. Donc elle me dit, par exemple, tu interviews Carla Bruni, il faut que tu écoutes toutes ses chansons pour mieux la comprendre, que tu recherches, que tu regardes toutes les interviews qu'elle a fait. Si tu ramènes quelqu'un qui a écrit un livre, tu dois bien lire le livre. Elle me dit c'est vraiment le B.A.-ba. Le B.A.-ba, et c'est comme ça qu'un journaliste sera un bon journaliste. Et elle me dit de toujours aller chercher plus loin, en profondeur. Et voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit que vous repreniez le flambeau de l'interview là? Elle est fière? En vrai, ma mère, tant que je fais ce que j'aime, elle est contente. Et tant que je suis travailleuse aussi, peu importe le domaine, ce qui la rend fière, c'est de voir que je travaille beaucoup tous les jours et que je suis vraiment obnubilée par ce que je fais et que je vais arriver. C'est ça qu'ils aiment, mes parents. Vous en parlez justement du fait que vous avez des carrières qui sont un peu parallèles, hein? Elle me donne des conseils. Oui. Maintenant, elle me dit que je connais mieux qu'elle parce qu'au final, c'est un autre monde, les réseaux. Mais quand j'ai besoin d'aide ou quoi, ou la première fois que j'avais fait mon tournage de podcast, j'étais super stressée. Elle m'avait un peu entraînée, mais maintenant je le fais seule. Je me débrouille. Voilà. Après, ma mère, c'est ma mère, moi, c'est moi. Enfin, on ne passe pas notre vie ensemble non plus, donc je fais mes trucs de mon côté quand même. Vous aimeriez présenter comme elle une émission télé? Ce serait quelque chose qui vous plairait? Oui, franchement, j'y pense beaucoup. Et peut-être plus tard, là pour l'instant, j'essaie de vraiment développer mon podcast à fond. Même si pour les gens, à chaque fois, on me dit mais tu devrais faire de la télé et tout. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, la télé, c'est plus le Graal comme c'était avant. Ça veut dire que développer un podcast, ça peut être beaucoup plus fou que d'être à la télé parce que c'est à la fois moi-même, c'est mes sujets, c'est moi qui décide, je suis la maître du truc. Enfin, genre, je préfère avoir mon truc plutôt que de faire des chroniques à la télé où je sais que c'est un monde difficile la télé. Enfin, après, elle vous en a parlé, votre mère? J'aimerais beaucoup en faire. Oui, non, mais je vois, j'aimerais beaucoup faire de la télé, mais c'est pas non plus mon rêve quand je peux faire cartonner mon podcast à moi, alors qu'à la télé, c'est les gens qui sont méchants, on te vire d'un jour à l'autre. Comment on gagne sa vie? Avec les podcasts? Oui. Déjà, moi, je suis dans en fait, j'ai une société qui gère des créateurs comme moi, donc ils en ont plusieurs et tout. C'est une grosse société et ils savent faire ça très très bien, c'est-à-dire qu'ils diffusent un peu mes contenus partout. Ils diffusent les contenus sur Snapchat, ils ont des médias où ils vont diffuser, ça s'appelle des shorts, c'est les moments courts du podcast. TikTok aussi, ils payent le nombre de vues. YouTube finalement, ils sont anciens qu'à YouTube, on peut pas même pas rembourser les frais de tournage, YouTube ça paye super mal. Mais après, eux, ils ont plein de moyens de le diffuser un peu partout, les extraits. Facebook aussi, je crois qu'ils rémunèrent et c'est eux qui gèrent tout ça. En fait, moi, j'ai pas ce côté-là à gérer. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de télé-réalité. Vous connaissez aussi, vous avez participé à Les 50. Quelle expérience, qu'est-ce que ça vous a appris? Alors, en fait, comment dire? Je disais un truc hier qui était drôle. C'était quoi? Bon, peu importe. Les 50, à la fois j'ai aimé, à la fois j'ai détesté.
c'est assez compliqué. Enfin, ça m'a beaucoup un peu angoissée sur le moment. Après, c'est une expérience de ouf. Ça veut dire qu'en fait, on vit ça une fois dans une vie. Enfin, on m'a proposé d'autres télé, mais je ne veux plus en faire parce que j'assume pas l'étiquette meuf de télé. C'est un truc qui me fait souffrir quand on dit c'est une meuf de télé. Je ne veux pas qu'on dise ça. Donc, j'ai fait 1 million de trucs dans ma vie. Bientôt, on aura carrément oublié. Les gens oublient, donc je ne doute pas de là-dessus. Ouais. Mais je ne veux pas être une meuf de télé. Je suis bien plus que ça. Même si la télé m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a un petit peu mis un coup sur le moment. Pourquoi ? Le regard extérieur, c'était ça qui était difficile ? C'était violent ? Non, en fait, déjà, quand j'étais là-bas, j'ai ressenti beaucoup de mauvaise énergie de la part des autres candidats. Ouais. Mais la télé-réalité, vous pensez que c'est encore un tremplin ou plus du tout ? Non, plus du tout. Non. Alors, c'est plus un tremplin. Et c'est peut-être même un piège. Alors, aujourd'hui, les gens qui font de la télé, c'est pas comme avant, on ne gagne plus d'abonnés. Moi, j'ai pas gagné particulièrement d'abonnés après ma participation aux 50, peut-être un tout petit peu sur Insta, mais très léger. Après, moi, ça m'a apporté peut-être une présence médiatique. Donc, par exemple, mon podcast, il a été relayé sur certains journaux, etc. Donc, alors que quand on est influenceur, on n'a pas de présence médiatique. C'est-à-dire que les journaux ne vont pas parler de toi. Donc, c'est pas mal. Après, je suis hyper contente d'avoir vécu cette expérience. Mais je pense qu'une expérience, ça suffit. Moi, je vis pour les expériences. C'est-à-dire que j'aime avoir tout vu et tout connu dans ma vie. J'ai vraiment été différente. J'ai eu 10 000 vies différentes. Ouais, Carla, qui est une et multiple. Alors, Carla, voilà. Vous êtes belle. Vous êtes jeune, vous êtes écoutée. Est-ce que ça vous coûte ou est-ce que ça vous rapporte ? Dans quel sens ? Tous les sens du terme. Est-ce que ça vous remplit de bonheur ou est-ce que quelque part, c'est vrai quand on est derrière son clavier, c'est très facile de critiquer et de... Alors les critiques, vraiment, je les provoque exprès pour avoir de l'engagement et des vues. Donc les critiques, non, je m'en fous. Oui. Vraiment, quand on est créateur de contenu, on se rend vite compte que les critiques, on s'en fout. Enfin, on n'avait pas imaginé, je sais pas, genre une personne formidable, Rihanna, est-ce qu'elle critiquerait quelqu'un qui essaie de se lancer sur les réseaux ? Non. En revanche, quelqu'un qui est dans sa chambre et qui n'avance pas, qui fait rien de sa vie, c'est lui qui critique. Donc franchement, les critiques, je m'en fous. Évidemment, il y a une critique sur 1000 où je me dis, aïe, ça fait mal, mais j'en rigole. Mais vous vous protégez quand même des dérives des réseaux sociaux ? Il y en a beaucoup quand même. Franchement, si je me protège des dérives des réseaux sociaux, pas particulièrement. En vrai. Ça vous est déjà arrivé de dire j'en ai marre, j'arrête ? Oui, mais 5 minutes après, je reprends. Non, après, j'ai un objectif et je sais que les réseaux sociaux, c'est un tremplin, que c'est pas une fin en soi, quoi. Moi, mon but, c'est pas non plus de vendre des produits derrière ma caméra et de vendre des crèmes et d'en parler. Vous voulez pas faire de placement de produits, quoi ? Si je fais des placements de produits, évidemment, il faut vivre, il faut que je gagne ma vie et c'est super et je vais pas cracher là-dessus, c'est génial. Et évidemment, je sélectionne les marques avec lesquelles je travaille, mais je ne crache pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux faire ça, bien sûr, mais autre chose aussi. Je veux faire quelque chose qui ait plus de sens aussi. Donc c'est pour ça qu'avec mon podcast, je fais tout ce que j'aime. Et pour moi, je suis et créatrice de contenu et journaliste. Alors, on parle un petit peu de votre vie privée. Oui. À quoi vous rêvez aujourd'hui ? À quoi je rêve aujourd'hui ? Moi, franchement, en ce moment, je suis devenue une femme très carriériste. C'est-à-dire que moi, mon rêve, c'est d'avoir une carrière de ouf. Ouais. Quand mes copines commencent à se marier, à avoir des enfants, moi, je ne pense qu'à une chose, c'est ma carrière. Et d'accord, mais quand vous êtes imaginons que vous êtes déconnecté, oui. Vous n'êtes plus derrière vos réseaux, devant la caméra. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je... Vous rêvez de l'histoire d'amour ? Vous rêvez toujours de mariage ? Vous rêvez du prince charmant ? Ou bien plus du tout, c'est terminé ça ? J'ai pas jamais rêvé de prince charmant. En vrai, je me définis pas par un homme. En vrai, je m'en fous. Mais évidemment que j'aimerais trouver l'amour. Et évidemment que j'aimerais trouver le bon. Après, je suis très, très compliquée, etc. Donc, c'est très dur de trouver pour moi. Et je pense qu'aussi, les réseaux, ça... Les mecs m'approchent pas trop vu qu'ils voient que je suis sur les réseaux, les mecs de mon entourage, etc. Je sais pas si c'est un rapport avec ça ou pas. Mais je pense que ça doit freiner certains garçons. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille aujourd'hui de 16 ans qui regarde l'émission et qui dit moi, je veux être comme elle ? Vous lui diriez de se méfier à quoi ? C'est le meilleur métier du monde en vrai d'être créateur de contenu. Je ne peux pas cracher là-dessus, mais bon, oui, bien sûr, il faut faire attention et faut faire attention. Mais après, ça va, je ne trouve pas prendre de risques et je ne me sens pas en danger, donc en vrai, ça va. Il faut juste faire de l'influence positive. Il faut faire attention au bad buzz aussi quand on est sur les réseaux sociaux parce que du jour au lendemain, ta carrière, elle peut s'arrêter si tu dis une connerie, si tu fais un mauvais truc, les gens ils te tombent dessus. Donc, il faut faire super attention après à ce que tu fais. Il faut bien se comporter. Quand une fois qu'on est exposé, il ne faut pas faire de scandale dans la rue. Il faut faire gaffe, quoi. Oui. Ouais. Donc, en fait, vous faites partie de ce monde-là des réseaux sociaux qui peut paraître un petit peu encore
complètement occulte, j'ai envie de dire, pour certaines personnes. Mais est-ce que les médias traditionnels, ça vous intéresse aussi? Vous regardez la télé, vous regardez les journaux, vous lisez la presse? Alors la télé, pas trop. Quand je regarde ma télé, c'est pour mettre Netflix. Ou bien pour des regarder films. votre mère sur une émission? Ouais. Sinon, Non, pas de télé? La télé, il y a plus grand monde qui regarde la télé. En vrai, les gens, maintenant, ils sont sur les plateformes genre Netflix et tout ça. C'était quoi la question, pardon, désolée. Est-ce que vous regardez quand même les médias traditionnels? En vrai, pour m'informer, forcément, pour l'info, je regarde BFM TV, c'est le seul truc que j'allume sur ma télé. Oui, les chaînes info, quoi. Mais maintenant, les gens qui trouvent que les réseaux sociaux, c'est occulte ou qui méprisent ça, je pense que c'est juste qu'ils n'ont rien compris, honnêtement. Oui, c'est ça, mais c'est aussi des gens qui ne connaissent pas, Carla. Oui. Parce que c'est un monde qui n'est pas encore... Enfin, je veux dire, il y a très Mais peu en fait, de gens aujourd'hui, tout passe par là. qui passent En par fait, là. tout ce qu'on veut faire, c'est mieux pour plein de choses. Maintenant, même les politiciens, ils sont sur TikTok. Ils essayent d'être TikTokers. Enfin, c'est fou. Mais les journalistes, tout le monde a besoin maintenant des réseaux. Si tu veux être entrepreneur et que tu es sur les réseaux, ça va t'aider. Ça peut aider pour 1 million de choses. Donc, c'est avoir le cerveau étriqué de se dire, c'est pas bien d'être sur les réseaux sociaux. Et ces influenceurs françaises et français qui vont habiter à Dubaï, pourquoi? Qu'est-ce qui Sûrement se pour passe payer à moins Dubaï? d'impôts. Ah, c'est juste ça? Pour payer moins d'impôts et être en sécurité. Mais après, c'est des gens de télé-réalité, ça. Surtout? Après, je les connais pas, je sais pas du tout. Moi, j'habite pas à Dubaï. Mais... Merci beaucoup, Carla, pour votre gentillesse, votre sourire. Plein de succès pour vos projets. C'était un bonheur de vous rencontrer, de vous avoir interrogé, d'avoir mieux connu vos pensées à travers les réseaux, les interviews et vos mots. Et bien, vous montrer qu'une jeune femme d'aujourd'hui, eh bien, c'est pas simplement être une image. Non. Merci à vous, Carla, d'être venue aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Destin de Femme. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.